Maisto, pourriez-vous vous présenter? Eh bien, je vais essayer, Monsieur Bilger. Alors, je suis né le 19 juin 1966, par une après-midi ensoleillée à Toulon. C'était le jour de la fête des pères, et c'était une naissance au forceps, mais je suis bien là et j'ai essayé, tant bien que mal, d'occuper l'espace. Voilà. Donc j'ai grandi à Toulon, j'ai fait mes études à Toulon et à Aix-en-Provence, études littéraires, Hippocagne, maîtrise de lettres modernes et juridique, une licence en droit. Et puis j'ai intégré le journalisme, qui était mon rêve et ma passion. J'ai commencé au Figaro Magazine par un premier stage en 1988. J'ai intégré la rédaction à Paris en 1989. Je l'ai quitté début 1993. J'ai eu une expérience politique assez intéressante et riche, puisque j'ai pu travailler avec Philippe Séguin et Jacques Chirac pour une campagne qu'il a menée, qu'il a fait élire président de la République, qu'il a vu élire président de la République. Et quand Jacques Chirac a nommé Alain Juppé, bien qu'étant appelé à de hautes fonctions à l'Élysée, j'ai préféré partir parce que je me suis dit, on a fait toute une campagne axée sur une certaine vision de la France avec Philippe Séguin, avec un côté gaullisme social et le côté technocratique cassant et finalement un petit peu papa d'Emmanuel Macron, putatif ou hypothétique, mais en tout cas bien réel dans le fonctionnement humain. Je me suis dit non, c'est pas pour moi, et donc j'ai intégré le privé, j'ai intégré le groupe fiducial, à nouveau le privé, où j'ai commencé à m'occuper des relations avec les pouvoirs publics, un peu de communication, et faire un peu de lobbying au sens large du terme, c'est-à-dire faire connaître le fait TPE, très petites entreprises, puisqu'en France, 99% des entreprises sont des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, pour un peu plus d'un tiers du PIB. Et donc on a essayé de mettre en place des outils pour faire connaître ces entreprises-là, qui sont le sel de notre pays. Ce sont des gens qui ne peuvent pas partir, qui sont complètement en train d'irriguer le territoire et qui ne pouvaient pas, ça a un petit peu évolué, mais il y a encore beaucoup à faire, être traités comme les grandes entreprises du CAC 40, qui d'ailleurs ne sont pas tout à fait des entreprises, mais des espèces d'ovnis du monde de la finance. Voilà. Et donc, on a créé un département média en 2008, qui s'est manifesté par le rachat de Lyon Capital, qui était un hebdomadaire bien connu de la région lyonnaise, qu'on a transformé en mensuel, qui est leader aujourd'hui sur son secteur, avec beaucoup d'enquêtes, d'investigations, le journal des esprits libres, c'est le sous-titre. Et en 2013, nous avons acquis Sud Radio, qui était le petit poussé des radios généralistes et nationales, et donc dont je m'occupe aujourd'hui, donc depuis 6 ans. Voilà. Quand je vous écoute, quand je vous lis, j'ai l'impression d'avoir affaire à une personnalité totalement atypique, inclassable. La droite, la gauche ne sont pas des catégories pour vous. Est-ce que vous accepteriez ce jugement? Oui, encore que quand on réfléchit par soi-même, on n'a pas le sentiment d'être atypique ou inclassable, mais c'est le regard d'autrui qui nous fait prendre conscience de ça. Je ne me suis jamais déterminé par rapport à des clivages politiques. Je suis de droche, comme disait quelqu'un. J'aime bien le souverainisme, j'aimais bien ce que défendait Philippe Séguin. C'est pour ça que j'étais rentré au RPR, je ne me sentais pas spécialement de droite. C'était un peu les républicains des deux rives, hein, et au milieu coulait le fleuve de la nation. C'est une vision du pays qui me plaît assez, parce qu'un pays a besoin de souveraineté par le peuple et pour le peuple. Et ce grand maelstrom qui est devenu l'Union européenne, et avec le traité de Maastricht, ne me plaît pas beaucoup. Donc j'essaie de ne pas me séparer de la moitié de mon cerveau et de penser par moi-même, d'avoir un esprit critique. Alors je peux être de gauche sur classé à gauche sur certaines idées que je peux avoir ou visions du monde, et être plus à droite sur d'autres. Je ne me détermine pas du tout comme ça, effectivement. Donc j'ai conscience que ça peut troubler, mais je crois que tout homme libre ne refuse de se laisser enfermer dans des catégories trop simplistes.
trop castratrice, et j'essaie de ne pas penser en fonction d'une prétendue appartenance politique, même si bien sûr j'ai des préférences. Votre tempérament, Didier Maistre, n'est-il pas plus à l'aise dans l'opposition plutôt que dans l'adhésion? Certainement, parce que je pense qu'il y a des hommes de pouvoir et des hommes d'influence. Et ayant pratiqué un petit peu les deux, j'ai été au cœur du pouvoir, puisque au cœur au sommet même du pouvoir, je me suis rendu compte assez vite que quand on est dans le fonctionnement partisan et dans le fonctionnement de la machine d'État, il le faut bien sûr, parce qu'il faut faire avancer les dossiers de façon concrète, etc. C'est assez limité. Je préfère les gens qui inspirent, qui sont des aiguillons, des fers de lance, qui sont dans l'opposition au sens dialectique, au sens d'Hegel, je dirais, parce que je pense que cette dialectique-là, elle est créatrice de sens et qu'elle permet de pousser le curseur un peu plus vers l'absolu, un peu moins vers le relatif. Et sans doute, c'est ce qui me correspond le mieux, c'est ce qu'on ne choisit pas, c'est mon tempérament, c'est ma manière de penser, mon cerveau est construit comme ça. Et donc, dans un parti politique, je suis très malheureux parce que je pense toujours à côté, quoi. Vous êtes connu pour être un défenseur passionné de la liberté d'expression. Celle-ci doit-elle avoir des limites? Je ne le crois pas. Je crois que les seules limites à la liberté d'expression, il y a bien sûr la loi. Alors, c'est très compliqué la loi. Je suis plutôt pour la loi naturelle, fondamentale, celle d'Antigone. Et on revient par rapport à ce que vous disiez sur le monde politique et l'adhésion et la révolte en quelque sorte. Donc soit on est dans Antigone, soit on est dans Créon. Et moi je pense qu'il y a des lois naturelles, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu prendras pas, je ne veux pas être biblique non plus, mais il y a des lois naturelles qui s'imposent à tous les hommes et qu'on n'a pas besoin finalement d'édicter. Ça c'est l'humanité. Elle est transversale cette loi-là. Ensuite il y a des limitations, bien sûr, la loi Guesso. Je ne suis pas pour la criminalisation de la pensée et pour la criminalisation de la liberté d'expression. Bien sûr, la seule limite que j'y mettrais, c'est de ne pas confondre les opinions et les faits. On parle souvent de la Shoah. Si on n'accepte pas la Shoah comme un fait établi, par exemple, puisque il n'y a pas eu de précédent, c'était le grand choc de l'humanité, quoi qu'on en dise, si on commence à discuter de ça, même si l'histoire, évidemment, est une suite de révisions, on ne pourra pas s'entendre. Parce que les faits sont établis, il y a des historiens qui ont travaillé. Voilà les seules limites que je mets. J'ai pris cet exemple parce que tout le monde l'a en tête. Sans distribuer des points Godwin, il est évident que ça a été un grand marqueur du XXe siècle et de l'humanité, en tout cas depuis qu'on peut accéder à des connaissances établies. Donc, voilà les limites, mais après, je pense que tout courant d'expression doit pouvoir être libre. J'ai vu aujourd'hui ce qui se passe avec notamment les Sleeping Giants qui font de la délation pour les entreprises qui font de la publicité sur des chaînes ou des stations ou des magazines qui ne sont pas dans le camp du bien selon ces gens-là. Ça, c'est le début du fascisme. Parce que qu'est-ce qu'une pensée conforme? Qu'est-ce qu'une pensée acceptable? À part prendre les opinions pour des faits, je ne vois pas. Alors après, je préfère qu'on s'affronte. Il y a une extrême droite en France, elle est indéniable. Il y a une extrême gauche. Il y a la droite, il y a la gauche, il y a le centre. C'est très juste. Mais pourquoi il y a une extrême droite et une extrême gauche? Parce que finalement, je parlais du maelstrom tout à l'heure, de cette grande confusion, parce que la droite ne dit plus rien et la gauche ne dit plus rien. Donc ce qu'on appelle radical aujourd'hui, finalement, c'est pousser un peu plus le curseur. Aujourd'hui, quand vous regardez les positions du Rassemblement national, ce sont les mêmes, je suis désolé, que celles du RPR des années 80. Et quand vous regardez celles de la France insoumise, ce sont les mêmes que celles du Parti socialiste ou de Mitterrand de la première moitié des années 80, en tout cas. Donc c'est ça l'extrémisme aujourd'hui. Et quand vous avez Laetitia Avia qui fait des lois, qui propose des lois qui sont votées pour justement essayer de mettre un cadre, alors c'est toujours au nom
de la lutte contre la haine, des pensées déviantes. Mais qu'est-ce qu'une pensée déviante? Là, on a dépassé Orwell et Huxley. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, qu'il y ait aujourd'hui des gens qui appellent au boycott, qui appellent à la censure, au nom de la lutte contre la haine. Et ça, c'est assez terrible, je dois dire. On n'aurait pas accepté ça il y a 5 ans. La France est une démocratie, certes, mais de faible intensité. Et petit à petit, je trouve que le filament s'effiloche et que la lueur est de plus en plus faible et que, vous voyez, plus personne, finalement, ne s'élève contre ça. Et moi, c'est ça qui me terrifie un petit peu. Vous êtes président de Sud Radio, Didier Maistre. C'est un pouvoir. Est-ce que ce pouvoir, pour vous, est un honneur, une charge, une volupté ou un devoir? C'est d'abord un devoir. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être chef d'entreprise? C'est essayer d'avoir une hauteur de vue. C'est se lever plus tôt que les autres. C'est se coucher plus tard. C'est être capable de recevoir un président de la République en cravate, comme je le suis aujourd'hui, mais c'est aussi être capable de ramasser la feuille qui sera à l'entrée et qui fait salle et qui fait vraiment désordre. C'est accueillir les gens, essayer de faire quelque chose pour eux, les salariés. On ne peut pas tout, mais c'est essentiellement un devoir, parce que quand on est président, quand on a une charge, on essaie de faire le meilleur, de donner le meilleur de soi-même pour que les autres récupèrent ce meilleur, et essayer de prendre le meilleur des gens pour essayer de le propager aussi. Parce que les autres, c'est nous, finalement. Autrui, c'est nous. Donc c'est d'abord un devoir. C'est évidemment une charge, mais il faut en accepter la règle du jeu et l'augure. C'est rarement une volupté. Au début, c'est une volupté qui dure 5 secondes. Quand vous êtes plus jeune, d'ailleurs, vous accédez à une charge, à une responsabilité, et tout de suite, il faut dessouler, je veux dire. Il faut essayer d'être à la hauteur. Voilà. Et un pouvoir, je ne crois pas que ce soit un pouvoir, en tout cas c'est un pouvoir qui oblige. C'est comme ça que je le conçois. Je ne dis pas que j'y arrive, mais j'ai eu la chance de travailler avec un grand chef d'entreprise, de continuer à travailler avec lui, qui est notre actionnaire principal, qui est parti de rien, qui est un peu un chef d'entreprise à l'ancienne, et qui m'a enseigné ça, qui m'a transmis ça. Je l'avais déjà en moi, forcément, mais il a actualisé. Il le fait vivre au quotidien, et donc il ne faut jamais s'estimer heureux, jamais content. Et plus on pense qu'on réussit, plus il faut se remettre en question, et c'est comme ça que je le conçois. Voilà. Vous êtes perçu depuis évidemment plus d'1 an comme un soutien emblématique et presque inconditionnel des Gilets jaunes. Vous avez écrit un jour un texte qui a eu un succès considérable et qui me semble un petit peu résumer votre pensée dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez nous parler et de ce texte et de votre position sur les Gilets jaunes? En fait, je me rendais dans le Perche. Je prenais c'est un trajet que je fais régulièrement, la route nationale 12. C'était au début du mouvement des Gilets jaunes, c'était le 17 décembre 2018, et un trajet qui d'habitude me prend 2 heures m'a pris 5 heures, parce que je me suis arrêté sur les ronds-points, j'ai commencé à discuter avec les gens, et j'ai été touché par leur mobilisation, la fraternité retrouvée, des feux de bois jusqu'à 2 heures du matin. C'était des gens qui d'une certaine manière, refaisaient nation, cette France invisible, cette France périphérique, qui s'est rendue visible, qui a donné de la voix et qui s'est réunie sur les ronds-points. Donc j'ai discuté avec eux, et immédiatement, avec la force d'un geyser, a rejailli mon enfance, ma vie, mon milieu social, puisque je suis fils de prolo, fils d'ouvrier. Je ne porte pas ça comme un étendard, comme une fierté, mais être né quelque part, c'est toujours un hasard, hein, comme chantait Maxime Le Forestier, pour celui qui est né. Et donc, je me suis dit, c'est ma famille.
Et donc, j'ai fraternisé avec eux, et en rentrant chez moi, en arrivant à destination, il était un peu plus de 2 heures du matin, j'ai dit à ma compagne, je ne peux pas dormir. J'étais ému, et je dis, il faut que j'écrive quelque chose, il faut que ça sorte. Donc je me suis mis à mon bureau, en 20 minutes est sorti un texte que j'ai intitulé « Vulgaire comme un gilet jaune ». Je l'ai publié sur Lyon Capital et sur Facebook, que j'utilisais pratiquement jamais, qui était tombé en désuétude. J'avais un compte, mais je ne m'en servais pas. Et j'ai eu un texto le lendemain matin à 10h de Zora Habitant, qui m'a dit « mais c'est un phénomène, c'est devenu viral, tout le monde s'est emparé du texte ». Et en fait, sans m'en rendre compte, j'avais objectivé ce que ressentaient de nombreux Français, où j'essayais de mettre, en fait, par des anaphores et un certain nombre de figures rhétoriques, les oppositions qui me semblaient caractériser le peuple français, la gauche qui bouffe la France qui est de gauche et de droite, qui bouffe du curé et se signe à l'église, voilà, avec un côté un peu vulgaire dans la première partie de la phrase, et puis un côté plus poétique dans la deuxième partie de la phrase pour montrer les oppositions et ce que c'était justement qu'être français. Donc, le début des Gilets jaunes, c'était ça, c'était l'acte déclencheur. Ensuite, on les a interviewés beaucoup à la radio. On était les premiers à accueillir Priscilla Ludowski, par exemple. Et puis je me suis dit, tiens, ces gens-là, ils ont un discours construit qui vient de loin, qui vient de très loin, quoi. Et j'ai vu ensuite le traitement qui leur était accordé, très quantitatif, bien sûr, mais assez peu qualitatif, avec un angle assez particulier par les médias mainstream, qui les présentaient quand même comme des moins que rien, des factieux, des séditieux, des antisémites, des racistes, des homophobes, j'en passe et des meilleurs. Et donc j'ai décidé un jour, c'était lors de l'acte 10, de prendre mon téléphone portable et de faire des Facebook Live. Et je me suis rendu compte du cap, que dis-je, de la péninsule qu'il y avait entre la réalité du terrain et la façon qui était relatée par les médias mainstream, qui se contentaient, n'étant pas sur le terrain, de reprendre les éléments de langage de l'exécutif. J'avais décidé d'y aller une seule fois pour voir, et pris par, je dirais, le jeu, même si ce n'était pas vraiment un jeu, puisque c'était un jeu dangereux souvent, parce que la répression a été terrible. Je pense qu'on n'a jamais vécu ça depuis la guerre d'Algérie. 28 éborgnés, des mains arrachées, des milliers de blessés, des blessés graves, très graves. Donc j'ai continué pratiquement tous les samedis à être sur le terrain, voilà. Et donc je ne sais pas si je suis un soutien, mais je suis sans doute un soutien, oui, puisque j'ai simplement le fait de donner à voir le réel, vos soutiens, ce qui en dit long quand même sur le traitement médiatique, la réalité des médias mainstream aujourd'hui en France, qui sont dans une entreprise un peu, je dirais, idéologique, mais c'est un peu la fin des idéologies, mais qui sont là pour être en fait des valets un petit peu du pouvoir. Hein. C'est comme ça qu'ils sont perçus, me semble-t-il, à juste titre. Avez-vous jamais senti un écartèlement entre votre participation à la cause des Gilets jaunes et votre statut de président de Sud Radio? On me l'a souvent reproché. Qui me l'a reproché? Les médias mainstream, les gens du système. Mais j'ai essayé justement d'être très honnête, très sincère. Objectif, ça ne veut rien dire, parce que l'objectivité, c'est une tarte à la crème. L'objectivité n'existe pas. On n'est pas des objets. L'objectivité, c'est pour les appareils photo et les caméras. On donne à voir avec un point de vue subjectif, évidemment. Mais ce point de vue subjectif, il doit toujours être clair, explicité, mis en abîme et en perspective. Sinon, on est dans la confusion. Et moi, ce que je reproche aux médias mainstream, c'est ça. Je reviens aussi sur ce que je disais entre les opinions et les faits. C'est présenter des opinions comme des faits indubitables, inéluctables et complètement établis. Moi, je donne à voir, je dis voilà mon angle, voilà ce que je montre. J'ai aussi montré les violences policières, j'ai aussi montré les gens dits Black Bloc en noir qui mettent le bazar dans les manifestations de manière irresponsable et qui conduisent les manifestants un peu à l'abattoir. Donc j'ai montré tout ça sans le juger et j'ai été sincère et honnête dans ma manière de retranscrire les choses. Après, évidemment,
comme dirait l'autre, un président ne devrait pas dire ça, mais un président de radio ne devrait pas faire ça. Ça a semé du trouble, mais pas dans la population, pas chez les citoyens. Les citoyens ont tout de suite compris ce que je faisais. Et je peux vous dire qu'en étant sur le terrain, au départ, j'étais inconnu. Ensuite, les gens ont commencé à me reconnaître, à m'appeler Didier, etc. Puis ils ont fait le lien avec la radio en disant « Merci, merci, ne nous lâchez pas. Ne lâchez pas et surtout ne nous lâchez pas. Parce que vous donnez à voir la réalité dans sa complexité, vous ne jugez pas. Et merci pour ça. » Donc, quand je fais le bilan de cette année, même si j'ai été critiqué, si c'était à refaire, je le referai sans changer une virgule. Et je sais que je prends des risques en faisant ça. Ça trouble un petit peu, mais finalement, ça trouble les gens qui sont déjà troublés par eux-mêmes. Ceux qui sont clairs, ça ne les trouble pas. Ça veut dire, Didier Maistre, que vous avez une conception claire de l'information que vous voulez diffuser sur votre radio. Le slogan est « Parlons vrai ». Est-ce que ce slogan n'est pas un peu présomptueux? Il ne faudrait pas plutôt dire « Parlons libre ». La vérité, c'est toujours, avec un grand V, c'est toujours un vaste débat. Parlons vrai, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? C'est pas la vérité avec un grand V, c'est la vérité des faits. Pour parler libre, il faut que les faits soient justes et il faut que les faits soient avérés. Donc, c'est pour ça que je suis pour la liberté d'expression. Le matériau, c'est le réel. Je pense que le rôle du journaliste, c'est de rapporter le réel. Et après, de s'étriper, entre gens civilisés, bien sûr, et d'avoir des débats, des controverses vives, mais sur un matériau qui est le réel. Parce que si on part d'un matériau qui n'est pas le réel, qui est simplement une pensée, qu'elle soit déviante ou pas, qui est un réel recomposé, inventé, fantasmé, morcelé, on part sur des bases qui sont viciées. Donc on part du réel, et après ce réel, on peut le voir de 1000 milliards de facettes, autant d'êtres humains. Donc voilà ce qu'on a voulu dire par là. Et effectivement, c'est présomptueux, mais c'est vrai au sens de la vérité des faits. Et les esprits libres, on l'a gardé, on a pris cette baseline, comme disent les publicitaires, pour le magazine Lyon Capital. Ce sont Lyon Capital, les esprits libres. Et pour la radio, parlons vrai, parce qu'il y a un côté français parlé, il y a un côté expression orale. Voilà. Donc on tourne toujours autour de ces deux notions, de ces trois notions, je dirais, le réel, la liberté et la vérité des faits. Et par opposition à ce que disait Guy Debord, la société du spectacle, nous on serait plutôt à Sud Radio, la société du réel. Et le réel, il peut, quand on le relate, moi je relate ce que j'ai vu sur le terrain depuis un an, il y a des choses qui m'ont profondément dérangé, profondément, qui ont heurté mes convictions personnelles, qui ont heurté ma philosophie de la vie, qui m'ont fait me remettre en question, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de rapporter un matériau, quel qu'il soit, et de dire, ben voilà ce que j'ai vu. Il me semble que vous êtes un homme de passion au pluriel, la passion politique, la passion des autres, mais je crois aussi que vous avez une passion plus festive. Comment êtes-vous venu à être un chanteur reconnu, et notamment un grand chanteur de rock? J'ai toujours chanté, en fait. J'étais élevé par mes grands-parents maternels. Ma grand-mère était d'expression sicilienne, hein, c'était une sicilienne, mon grand-père aussi, et elle m'apprenait des chansons en sicilien. Elle habitait un petit immeuble à Toulon, dans un quartier populaire, et en rentrant de l'école, je me mettais dans le hall, tout en bas, ça résonnait, et j'avais 6 ans, et je chantais des chansons, donc les gens sortaient sur leur palier, et je chantais des chansons pour les voisins, pour l'immeuble, etc. Et puis de fil en aiguille, on ne sait pas d'où ça vient la musique, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment elle naît, on ne sait pas où elle s'en va et pourquoi elle nous est transmise. Je n'ai pas de musicien dans ma famille, pas du tout, pas particulièrement de chanteur, même si je suis aussi de filiation napolitaine par le côté paternel, un peuple chanteur, les Napolitains, les Siciliens aussi d'ailleurs. Mais donc j'ai toujours à l'école fait des groupes de musique, les fêtes de fin d'année, et de fil en aiguille j'ai toujours fait des groupes, des chansons, des concerts. Donc c'est une passion qui m'anime, mais qui ne me fait pas souffrir au sens étymologique du terme, hein, puisque la passion du Christ, passio, hein,
la souffrance. C'est plutôt une passion qui m'épanouit et qui est une fenêtre ouverte sur autre chose qui me fait oublier les soucis du quotidien. C'est la chanson de Julien Clerc, quand je joue, je suis comme un fou, je ne mets plus les pieds sur terre, je m'envole. Quand je joue, je suis comme un fou, et j'ai toujours préféré l'ombre d'un studio. Voilà. Et je trouve que la musique et la chanson, c'est un voyage intérieur. On donne aux autres en allant chercher au fond de soi-même une espèce de paix intérieure, d'intimité qu'on arrive à faire partager, et c'est ça qui est magique. C'est un langage universel. Je pense qu'il y a 2 langages vraiment universels. Il y a peut-être la peinture aussi, mais mettons 3. C'est d'abord la musique, la danse et les arts plastiques. Voilà, je dirais, ça, avec ça, il n'y a pas de tour de Babel possible. Et souvent, je joue avec des gens, des Américains ou des gens dont je ne parle pas la langue. Voilà, on fait des bœufs, comme on dit, et ça passe tout de suite, le courant passe tout de suite. Et c'est ce qu'il y a de plus beau avec la musique. Vous avez un caractère affirmé, trempé. J'ai l'impression que vous n'avez peur d'aucune pensée. Quelles ont été vos relations dans l'univers médiatique officiel, notamment avec toutes les instances qui régulent la vie des médias? J'imagine qu'avec votre tempérament, ça n'a pas dû être facile toujours. Bon, disons que j'ai essayé de toujours faire honneur à mes valeurs. On m'a dit, j'ai eu des batailles assez terribles avec le CSA. On me dit, mais pourquoi tu as fait ça? On ne fait pas comme ça. Je dis, mais écoutez, moi, je n'ai rien contre l'institution. Je suis toujours effaré de voir qu'on s'en prend aux institutions. Mais les institutions sont des coquilles. Après, le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous avez un bon président de la République, ça va redorer la fonction. Si vous avez un bon magistrat, ça va donner une magnifique image de la justice. Si vous avez un bon CSA qui travaille bien, qui recherche l'intérêt du public, l'intérêt général, il n'y a aucune raison. Je ne suis pas là, je ne suis pas Don Quichotte à me lever le matin et dire je vais me payer une institution. Mais quand il y a eu des attributions mafieuses qui étaient décidées par le cabinet du président de la République, M. Nicolas Sarkozy, on m'a fait rencontrer des gens à l'Élysée, Patrick Buisson, qui ont dit non, mais ça ne se passe pas au CSA, puisque j'avais participé à un appel à candidature à l'envers, parce qu'en fait les chaînes un appel d'offres à l'envers était déjà désigné, et on a pris 32 candidats pour faire semblant, pour faire joujou, en ne respectant pas la loi, pas les marchés publics, rien du tout, la loi a été bafouée, et au final, il y a une chaîne qui a été donnée à Pascal Ouzelot, pour ne pas le nommer, qui est devenu numéro 23, et ce monsieur a revendu, mais c'était déjà prévu au départ, l'autorisation de la chaîne qui était accordée en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État, qui appartiennent à tous les citoyens, et il s'est fait 90 millions d'euros. Alors, quand je vois ça, je le dis, c'est de la magouille, c'est une escroquerie, c'est de l'escroquerie en bande organisée, une association de malfaiteurs, appelons ça comme on veut. Mais après, les hommes changent. Et ce jour-là, quand j'ai commencé cette bataille, les gens au CSA étaient très remontés contre moi. Mais petit à petit, la technostructure du CSA, les gens qui étaient là, les hauts fonctionnaires qui étaient au CSA, m'ont dit, mais en fait, ce type, il défend l'institution, qui a été dévoyé par quelques sages, avec des larges guillemets, qui ont perdu de vue leur mission. Et donc, voilà, il ne faut pas rechercher les honneurs immédiats, mais il faut essayer de, je ne sais pas si j'y arrive là non plus tout le temps, mais de regarder un peu plus loin, de défendre l'intérêt général. Et ce n'est pas facile, parce que, en l'occurrence, là, on y a perdu nous-mêmes en défendant l'intérêt général, puisque en défendant cela, j'ai des fréquences que j'aurais dû avoir, que Sud Radio aurait dû avoir, qui nous sont passées sous le nez, mais tant pis. Là aussi, c'était à refaire, je le referai, parce que je ne veux pas participer à des magouilles. Je ne le ferai jamais, et je préfère démissionner que de participer à une magouille. Vous maîtrisez à l'évidence l'oralité, vous le démontrez, Didier Maistot, mais je sens chez vous le grand goût de l'écriture. Est-ce que par hasard,
Est-ce que vous avez écrit des livres? Est-ce que vous en projetez un? Alors j'ai écrit plusieurs livres, j'ai déjà écrit 4 livres, un roman et des documents, je dirais plutôt politiques, sur des affaires de télé, etc. J'écris de la poésie, des chansons aussi, et effectivement j'ai un bouquin en préparation, enfin qui est fini et qui sera publié au Diable Vauvert le 19 mars et qui a pour titre Passager clandestin, où je reviens un peu sur ce qui est l'objet de notre entretien aujourd'hui, à la fois mon parcours familial, intellectuel, ma filiation personnelle, etc. Et puis, de l'intérieur, essayer de démontrer comment fonctionne ce grand cirque médiatico-politique au service d'une oligarchie. Ce n'est pas un fantasme, parce que je me suis rendu compte au fil du temps, avec maintenant 30 ans de pratique, qu'une centaine de personnes, tout au plus, s'est arrogé tous les pouvoirs syndicaux, politiques, médiatiques. Et c'est un vrai problème, parce que ça crée beaucoup de conflits d'intérêts, et qu'il y a un va-et-vient constant entre, on est à la fois juge et parti, vous avez affaire à des personnes qui à un moment représentent une institution, et puis vous vous battez contre la corruption, et puis vous avez, je ne vais pas citer de nom, ça n'a aucun intérêt, mais une personne qui est d'abord au CSA, puis secrétaire général d'une grande chaîne publique, puis au cabinet du président de la République, puis au Conseil d'État, et vous avez toujours la même personne en face de vous. Et ça, je pense que si on réglait cette question des conflits d'intérêts, on éliminerait les 3/4 des problèmes de corruption en France. C'est ça le problème, on ne peut pas être à la fois juge et parti. En même temps, à ses limites, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, et on n'est pas bon juge de soi-même. Il faut, dans une démocratie digne de ce nom, il faut des contre-pouvoirs. Et ça revient à la liberté d'expression. Et plus l'expression populaire est consacrée par ces contre-pouvoirs, mieux la démocratie se porte. Vous avez souhaité, vous avez décrit Sud Radio comme étant la radio de la vérité des faits, mais je sens en même temps que vous avez une conception à la fois évidemment très noble, très tendre pour le journalisme, mais en même temps vous êtes très exigeant. Comment percevez-vous cette profession? Elle est perdue, cette profession. Elle est perdue parce que elle s'est elle-même perdue. D'abord, quand on regarde qui possède les médias aujourd'hui, on dit souvent les milliardaires. Mais nous aussi, on dépend d'un milliardaire, on a un actionnaire. Comme disait Frédéric Dain, la véritable indépendance consiste à choisir de qui on dépend. Bon. Donc c'est ça la limite de l'indépendance. Mais c'est pas tant le problème des milliardaires, c'est plutôt la manière dont ils ont fait leur fortune et de qui ils dépendent, ces gens-là. Ils dépendent souvent des marchés, enfin, tout le temps, des marchés publics, que ce soit des armes, de la téléphonie, des travaux publics, on voit, ou des médicaments, l'industrie pharmaceutique. On voit bien que tous ceux qui possèdent ces grands médias sont d'une certaine manière affidés au pouvoir. Et que s'ils vont un peu trop loin, les commandes se tarissent, ou leurs médicaments ne sont pas autorisés, ou ils n'ont pas une licence pour la 5G, etc., etc. Donc c'est ça, là encore, le problème de conflit d'intérêts patent, chronique et permanent de la société française. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que finalement, cette profession, elle s'est très embourgeoisée. Et comme disait l'autre, il faut porter le fer dans la plaie, parce que c'est d'abord être ça, être journaliste. Parfois, on s'attaque à des réputations, malgré nous. Parce que quand on fait des enquêtes, on dit « oh là là, mais là, c'est un peu embêtant ». Mais si c'est la vérité des faits, on fait attention. Il ne faut jamais faire d'attaque ad hominem. Et plus c'est grave, plus il faut être dans la retenue, moins il convient d'en rajouter, c'est évident. Mais donc, par ces actionnaires puissants au service de la puissance publique, par le fait que la liberté d'expression, et ça c'est dans l'air du temps, régresse et se rétrécit comme peau de chagrin année après année, sans que l'on s'en rende vraiment compte.
par le fait qu'il y a beaucoup de précarité dans le monde du journalisme, et pas aussi une certaine paresse intellectuelle, qui est une histoire de culture de la connaissance, d'apprendre à apprendre. C'est un des effets pervers d'Internet. On sait tout sur tout, mais on ne sait rien sur rien, en fait. Parce que tout le monde est capable de parler de la Russie, tout le monde sait qui est Poutine, etc., ou Trump, mais c'est une connaissance souvent qui est superficielle, de façade. Parler aux jeunes générations de la Constitution américaine ou de la perestroïka, ils ne sauront pas quoi vous dire. Et ça, il y a aussi un problème de formation. Et donc, avec des éditorialistes, avec des médias mainstream qui sont, comme leur nom l'indique, sur le devant de la scène, puisque 70% des gens s'informent encore via les JT, qui sont devenus les journaux des chiens écrasés. Quand vous regardez les 20 heures, c'est à mourir de désespoir et de honte, quoi, parce que vous n'avez plus rien sur la politique internationale. Vous avez quoi? La météo, les juilletistes et les haussiens qui se croisent, et puis plus rien, quoi, finalement. Quand vous regardez un journal, c'est assez minable, c'est assez misérable. Donc c'est une profession qui se perd, avec des instances et des syndicats qui se perdent aussi, puisque quand je vois qu'aujourd'hui on en est idée gouvernementale, et idée issue de certains partis, Mélenchon qui est le premier, la France Insoumise a eu cette lumineuse idée, mais le Rassemblement National aussi l'a défendu, En Marche l'a défendu, et ça a été mis en place, appelons-le le Conseil de l'ordre, même s'ils ont trouvé un nom alambiqué, des journalistes. C'est quand même grave, quoi, un conseil de... On parle de déontologie des journalistes, alors que depuis un an, je le disais tout à l'heure, vous avez eu 28 éborgnés, personnes sur le terrain, des mains arrachées, des gens mutilés. J'ai pas vu beaucoup de journalistes s'en alarmer, se révolter par rapport à cela. Et après, ils viennent nous parler de déontologie. Alors, un peu de sérieux. Donc c'est une profession à la dérive, complètement à la dérive. Il n'y a plus de modèle pour cette profession, parce qu'elle n'arrive plus à se financer. Heureusement, je pense qu'il y a une note d'espoir d'une nouvelle génération grâce à la technique, parce que la forme crée le fond, hein, c'est le fond qui remonte à la surface, comme disait Hugo, et grâce à la technique, on a vu beaucoup de Facebook Live, des jeunes qui ne connaissaient rien, mais qui avaient envie d'être dans le réel, qui se sont immergés, et qui ont cette soif d'apprendre, cette soif de transmettre. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est comme ça que va se régénérer... je ne sais pas si c'est une profession de foi en tout cas. C'est une manière de voir le monde. Vous avez une vision intellectuelle qui est lucide, qui peut apparaître un petit peu amère. Est-ce que vous croyez encore à la politique aujourd'hui? Je ne crois pas à la politique politicienne. J'ai vu ça de l'intérieur. Je ne crois pas aux partis politiques. Je ne crois plus du tout à la démocratie représentative. Je crois à la transversalité. Et j'essaie de trouver les éléments permanents, le meilleur qu'il y a dans chaque homme, pour essayer de promouvoir une vision de la société transversale. Alors pour qu'elle soit transversale, c'est un peu un paradoxe, mais ce n'est qu'un paradoxe qu'en apparence, il faut définir un cadre. Il faut avoir une identité. Et après, pour essayer d'irradier, il faut savoir d'abord qui on est et ce qu'on est profondément. Et pour moi, le cadre national apaisé, je suis plutôt un patriote plutôt qu'un nationaliste, puisqu'il faut toujours mettre des étiquettes. Moi, je suis un patriote apaisé, je n'ai pas besoin d'être un extrémiste. Et je pense que le combat, il est là, se réapproprier le langage, se réapproprier les mots, se réapproprier les symboles. J'en ai marre d'être accusé d'extrémisme parce que j'arbore un drapeau bleu, blanc, rouge. La Marseillaise, surtout quand je suis à l'étranger, me fait vibrer et me tire toujours des larmes. J'ai le poil qui se hérisse. Donc on a laissé tous ces symboles à volo, comme ça, on a fait du clientélisme, et donc les communautarismes se sont développés. Ça, c'est touche pas à mon pote, hein. On est passé du droit à l'indifférence au droit à la différence. Et donc, comme les politiques ont des clientèles de plus en plus petites, ils les cultivent. Aujourd'hui, avec 18% des inscrits,
vous pouvez devenir président de la République. 18% des inscrits au premier tour. Mais ce n'est pas propre à M. Macron. Hein. Sarkozy, c'était pareil, Hollande, Chirac, des scores infinitésimaux. Évidemment, l'ambition, c'est d'être deuxième, parce qu'en face, on va avoir le Rassemblement national. C'est l'assurance d'être élu. Bon. C'est un peu on parlait tout à l'heure d'ambition. Alors là, si l'ambition, le dernier refuge des ratés, comme disait Wilde, là, on est en plein dedans. L'ambition, elle est quand même assez modeste. Donc, voilà, moi, je crois à cette transversalité, à essayer de... Je pense vous avez vu, partout dans le monde, les peuples se révoltent. Comparaison n'est pas raison, mais il y a deux constantes, me semble-t-il. Premièrement, la conscience de la corruption des classes dirigeantes, politiques et médiatiques, qui est une sous-classe politique. Ça, c'est la première constante. La deuxième, c'est l'augmentation soudaine du pouvoir d'achat. Que ce soit au Chili, que ce soit à Hong Kong, il y a à la fois un pouvoir d'achat et un besoin énorme de démocratie participative. Aujourd'hui, c'est fini le temps où on décide d'en haut, où vous avez des gens plus éclairés que les autres, la liberté guidant le peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui veut incarner cette liberté, revenir aux sources. Ça prendra du temps. Je ne dis pas que le RIC, par exemple, référendum initiative citoyenne, c'est la panacée. C'est certainement pas la panacée, mais ce sont des outils qui permettent à tout un chacun de prendre conscience que la souveraineté, on en a chacun une part, qu'on n'est pas des sujets, qu'on n'est pas des objets, mais qu'on est des êtres pensants. Et que cette intelligence collective, par l'humanité, en plus l'universalisme auquel tend la France depuis toujours, cette espèce d'abstraction rationnelle, si vous me permettez cette opposition, qui vient s'incarner dans le français. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut remettre au goût du jour et qui se remet au goût du jour. C'est ça les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est la France qui ne veut pas disparaître. C'est la France qui ne veut pas se noyer dans le grand maelstrom dont on parlait tout à l'heure. Refaire nation. Moi, c'est ça mon combat aujourd'hui. Quand Didier Maistre se retrouve dans sa vie personnelle, dans sa quotidienneté familiale, quelles sont ses occupations ? Très peu de temps, malheureusement, et c'est dur pour ma famille, je pense, parce que d'abord je suis quelqu'un de très sociable, mais de très solitaire, c'est pas incompatible, et j'ai toujours l'esprit en ébullition, et j'ai certainement pas pris assez de temps pour les miens, j'espère qu'ils me pardonneront pour ça, mais voilà, j'essaie de donner un peu de temps aux autres, le peu de temps qui reste. Sinon, mes occupations, c'est essentiellement de la lecture et de l'écriture, et un peu de musique. Voilà. Je ne sors pas, je ne suis pas mondain, je ne fais pas de fête, la foule m'ennuie profondément. Je préfère les petits comités, parce que je pense que c'est la micro-action qui fait que la petite lumière comme ça se propage. Je me méfie beaucoup des flashs. J'aime pas ça. La lumière des flashs, elle éblouit, et la petite lueur, elle se transmet, c'est plus subtil, mais je pense que c'est plus efficace sur le long terme. Voilà, une bonne intensité, un fort voltage, mais avec un modulateur de fréquence quand même. Voilà. Didier Maistre, c'est ma dernière question. Vous êtes en pleine force de l'âge. Est-ce que vous avez déjà des regrets ou est-ce que vous êtes seulement rempli d'espérance ? Des regrets, j'en ai pas. J'en aurai peut-être un jour. Je n'ai ni remords ni regrets. J'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que c'est forcément, quand on arrive à la cinquantaine, c'est une étape importante de la vie. Et je regarde rarement derrière moi. Je suis toujours étonné quand les gens arrivent à recomposer comme ça leur vie en disant « Ah, si j'avais su, ah, si j'avais 20 ans de moins, si j'avais su ça ». Mais moi, je prends tout ce que la vie m'a donné. Et j'essaie de le faire fructifier. Je suis moi, je me suis incarné dans cet être-là.
J'aurais peut-être pu avoir une vie meilleure, j'aurais certainement, ça c'est sûr, pu faire mieux, parce que quand on se regarde dans une glace, on voit aussi ce qu'on a. On est moche parfois. On se dit, ah là, j'ai pas été terrible, on le sait quand on est moche. Mais j'ai pas de regrets si j'espère, en tout cas, que dans les 53 années qui se sont écoulées, j'ai fait le moins de mal possible aux gens. Voilà. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si j'arrive à propager du bien, sans doute de la bonne humeur, parce que je suis une bonne nature. Du bien, c'est plus compliqué. Mais si déjà, je peux crever en disant j'ai pas trop fait de mal autour de moi, j'aurais, je pense, accompli ma mission sur Terre. Merci beaucoup Didier Maistre. Merci Philippe Bilger.